En manchette aux actualités TVCO cette semaine. Est-ce que la vaccination dans notre région nous permettra de remporter la course contre la COVID? Le conseiller municipal Michael Pilote se lance dans la course à la mairie de Baie-Saint-Paul. Charlevoix affiche déjà complet pour l'été prochain. Le peintre Guy Paquette lance un cri du cœur pour sauver la maison René Richard. Le Fonds du Grand Mouvement des Jardins investit 365 000 $ dans 3 projets. Et enfin, 2 arénas de la région feront l'objet d'importants travaux de rénovation. La course à la vaccination contre les nouveaux variants de la COVID se poursuit dans notre région. Et pour faire le point à ce sujet, Elisabeth Pailleur a rencontré Patricia McKinnon du CIUS de la capitale nationale. Je suis avec Patricia McKinnon, qui est la directrice de la vaccination dans la capitale nationale. Madame McKinnon, bonjour. Bonjour. Peut-être nous dire, est-ce que vous pensez que la vaccination va gagner la course contre le virus? Je ne peux pas vraiment dire si on va gagner la course, mais je peux dire qu'on met tous les efforts nécessaires pour vacciner le plus rapidement possible l'ensemble de la population de la région de Québec. Dans le secteur de Charlevoix, Mme McKinnon, est-ce que vous trouvez que la vaccination est un peu au ralenti? Là? Ça semble être un peu lent au niveau des doses. Qu'est-ce que vous avez à ce niveau-là? Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, au niveau de Charlevoix, le nombre de doses a été envoyé en fonction de la proportion de la population qui vit nécessairement à Charlevoix. On se rappelle que les 80 ans et plus, c'est 1900 personnes. Et les 70 ans et plus, c'est un peu plus que 4000 personnes. Donc, on a fait une attribution de doses en fonction, évidemment, du nombre de vaccins qu'on reçoit par semaine, mais aussi de la population qui est présente. Ce qu'on peut voir actuellement, c'est que pour Charlevoix, l'ensemble des rendez-vous ont été pris. Ça semble avoir été bien pris. Okay. Et les plages sont bien remplies jusqu'à la mi-avril. Donc, on constate quand même qu'il y a plusieurs places encore de disponibles à partir de la mi-avril. Mais fait intéressant, la semaine passée, on a envoyé 700 doses supplémentaires du côté de Charlevoix pour faire des vaccinations dimanche et lundi, qui ont trouvé preneur en dedans de 24 heures. Donc, on voit vraiment que la population a bien répondu. Donc, c'était beaucoup de gens qui avaient des rendez-vous un peu plus tard dans le mois d'avril qui ont été ramenés plus tôt. Ça a été possible étant donné qu'on a reçu une livraison là, de 7000 vaccins de Moderna à la fin, donc vendredi passé, et on en avait reçu du côté de Charlevoix. Donc, on les a passés immédiatement. Évidemment, on est tributaire des livraisons de vaccins. Au niveau des cliniques de vaccination, on sait qu'à Clermont, en ce moment, les gens sont appelés à aller là. Même, il y a des gens qui se sont fait déplacer des rendez-vous qui étaient censés être à Baie-Saint-Paul pour se rendre à Clermont. Quand est-ce que l'aréna de Baie-Saint-Paul va ouvrir? Parce qu'on sait que c'est plus pratique, là, finalement, pour les gens qui sont dans l'Ouest. Exactement. Donc, l'aréna de Baie-Saint-Paul devrait être prêt à la mi-avril. Donc, dès que nous allons avoir un nombre de doses qui va nous être attribué en plus, on va être capable, dans le fond, d'ouvrir des plages du côté de Baie-Saint-Paul. À l'heure actuelle, vous n'avez pas de date là, précise, parce que ça fait quand même un mois et demi qu'on dit que ça sera autour de la mi-avril, mais actuellement, il n'y a pas de date. Ça devrait être dans le coin du 15 avril. Nous autres, on vise que notre local soit prêt pour le 15 avril. Il y a eu beaucoup de travail qu'on a dû faire, mettre tout le système informatique de présent. Donc, ça a été quand même un bon travail, mais vers le 15 avril, il pourrait être opérationnel. Reste à avoir des doses supplémentaires pour pouvoir, dans le fond, attribuer des rendez-vous. Le travail qui est fait présentement, il y a plusieurs personnes de Charlevoix qui se font appeler parce que on voit qu'on est capable d'optimiser nos plages horaires au niveau de Clermont, ce qui nous permet de vacciner plus de personnes dans un temps plus court. Donc, à ce moment-là, on a déplacé des gens. Il y a plusieurs personnes qui ont été appelées. Donc, ça fait que les plages, à la place d'avoir 2 quarts de travail, on a ramené les rendez-vous sur 1 quart de travail. L'objectif, c'est de pouvoir alterner à partir de la mi-avril les rendez-vous entre Clermont et Baie-Saint-Paul. Donc, pour avoir toujours une offre, mais une journée à Clermont, la seconde à Baie-Saint-Paul et aller vraiment là, en alternance. Et peut-être en terminant, est-ce que vous croyez qu'au niveau des pharmacies, on va pouvoir également fournir au niveau de la vaccination?
On le souhaite vraiment. Au niveau du CIUS, notre département de pharmacie a sollicité les pharmaciens communautaires pour savoir leur intérêt, parce qu'on n'a pas encore la liste complète actuellement des pharmacies qui sont disponibles. On va être là évidemment pour les soutenir, puis pour encourager aussi la population qui va pouvoir prendre des rendez-vous dans ces pharmacies-là. On souhaite vraiment qu'il y en ait plusieurs du côté de Charlevoix, ce qui va permettre d'avoir un service de proximité de manière aussi hebdomadaire. Donc, ça va être vraiment intéressant. Donc, pour l'instant, c'est en attente. Là, vous attendez d'avoir plus de confirmations à ce niveau-là? L'inscription pour la vaccination en pharmacie devrait débuter la semaine prochaine, donc au retour de Pâques, pour que la vaccination se passe à peu près 2 semaines après. Là. Je vous remercie beaucoup, Mme McKinnon. Ça me fait plaisir. Le conseiller municipal du district 4 à Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, a annoncé cette semaine qu'il se lançait dans la course à la mairie de Baie-Saint-Paul. On l'accueille en studio. Monsieur Pilote, bonjour. Bonjour, M. Ouellet. D'abord, parlez-nous un peu de votre expérience de conseiller municipal. Vous êtes conseiller du district 4 et vous êtes en politique municipale depuis combien de temps? Moi, je me suis présenté aux élections de 2017 lors du dernier scrutin et j'ai été élu par acclamation au district 4. Donc, ça va faire maintenant 4 ans à l'automne que je siège au conseil municipal. Quand on parle du district 4, rapidement, c'est quel territoire, ça, à Baie-Saint-Paul? Lorsqu'on se transporte du côté du Petro-Canada, un petit peu à la rivière, à partir de ce pont-là, oui, jusqu'aux environs du BMR, ce qui comprend le grand quartier, comme je l'appelle comme ça, le Transine. Oui. Et aussi les rues qui sont environnantes à ce secteur-là, que ce soit la rue Saint-Paul, la rue Grégoire, et par la suite, de l'autre côté de la 138, le développement Ménard, qui se situe à l'arrière du restaurant Mike's. Et qu'est-ce qui vous a permis de mûrir votre réflexion et de dire, bon, je me lance à la mairie? Bien, moi, tout d'abord, je suis quelqu'un de la place qui vient de Baie-Saint-Paul. J'ai toujours été impliqué au sein de ce ville-là. Lorsque j'étais au primaire, je m'impliquais dans l'école. Lorsque j'ai été au secondaire, j'ai fait le conseil étudiant. Par la suite, je me suis impliqué beaucoup au niveau d'Ambulance Saint-Jean. OK. Vous êtes infirmier de profession? Oui, je suis infirmier également de profession aussi. Au niveau d'Ambulance Saint-Jean, j'ai commencé le bénévolat, j'avais 11 ans. Par la suite, j'ai assumé la direction pendant près de 7 ans ici à Baie-Saint-Paul, jusqu'à tout récemment. Actuellement, la division est sur pause. Et par la suite, moi, la politique m'a toujours intéressé. Lorsque j'étais le plus jeune, même encore au secondaire, ma mère avait un dépanneur ici à Baie-Saint-Paul. Et c'est un de ses clients qui m'enregistrait les séances du conseil municipal sur VHS parce que je n'avais pas le câble à la maison. C'était un satellite. Et je réécoutais le conseil municipal en Donc, vous êtes mordu depuis le plus jeune âge? Oui, ça fait vraiment... ça fait un bon bout que j'aime la politique. C'est quoi pour vous le plus grand défi d'un maire? Je pense que le plus grand défi d'un maire, c'est d'être un leader. Parce qu'autour d'une table, on n'est pas tout seul. Il y a les 6 conseillers qui entourent le maire et aussi l'appareil, la fonction publique, la haute direction, comme on dit, les directeurs qui sont là pour aiguiller le conseil. Parce qu'il ne faut pas oublier que le conseil est là pour dire où on va, mais par la suite, c'est les fonctionnaires qui décident comment on va faire pour s'y rendre. Je pense que le rôle d'un maire, c'est d'être un bon leader, d'avoir un leadership qui est mobilisateur en vue de que tous convergent vers des projets collectifs et aussi d'avoir une belle capacité d'écoute. Ce qu'on me dit, c'est que je suis quelqu'un qui est à l'écoute J'ai toujours été à l'écoute et je pense que c'est une qualité qui est très importante pour un leader. Maintenant, vous arrivez quand même avec un certain héritage de l'administration sortante, oui. Entre autres un gros dossier Maison-Mère. Est-ce qu'on peut dire que votre position sur Maison-Mère a évolué au fil des ans? Oui, la position a évolué. Initialement, je trouvais que c'était... Bien, je suis pour l'aventure Maison-Mère. Cependant, vous avez déjà parlé d'un gouffre financier. Oui, j'ai déjà parlé d'un gouffre financier puisque il y a quelques temps, la Ville de Baie-Saint-Paul, mais même encore aujourd'hui, la Ville de Baie-Saint-Paul met beaucoup d'argent dans cette aventure-là. Au début, c'était plusieurs gros montants, des crédits budgétaires avec plusieurs zéros et avec une virgule et plusieurs zéros par la suite qu'on donnait à Maison-Mère. Il faut se questionner aussi parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des fonds publics, c'est les gens aussi qui donnent cet argent-là. Donc, je me suis déjà questionné à savoir, est-ce que le projet lève? Est-ce qu'on est toujours encore en inertie? Et là, c'est sûr que dans les derniers mois, je pense que Maison-Mère, il y a eu
un changement de gouvernail. Et là, on est vraiment sur une bonne voie là, avec des projets qui ont été annoncés là, dernièrement, que ce soit l'hébergement locatif. Là, on va avoir des travaux qui vont débuter prochainement aussi. Et aussi, là, ce que le gouvernement québécois là, est en train d'annoncer là, au niveau des maisons de la culture là, du secteur québécois et aussi la maison mère qui serait potentiellement identifiée là, comme un site. Là. Je ne m'aventurerai pas trop sur ce sujet-là, mais je pense que c'est des bonnes nouvelles. Et aussi, là, c'est ça, actuellement, la maison mère, je trouve qu'on est sur la bonne voie. C'est quoi le principal problème, la principale question sur laquelle il faudrait travailler prioritairement à Baie-Saint-Paul, selon vous? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais la première chose, c'est qu'il faut être en mesure de faire un développement qui soit responsable. C'est-à-dire? Un développement responsable, actuellement, on perd beaucoup de nos jeunes. Il y a beaucoup de nos jeunes qui font leur parcours de formation, que ce soit au primaire ou au secondaire. Par la suite, lorsqu'ils arrivent aux études supérieures, que ce soit le collégial ou voire le cursus universitaire, ensuite, les jeunes ne reviennent plus à Baie-Saint-Paul. Puis c'est une de nos problématiques. Il faut être capable de les retenir, il faut être capable de les attirer parce que le cercle économique, si on n'a pas de relève, qui va prendre votre relève un jour, qui va prendre ma relève un jour, qui va prendre la relève de votre voisin, ça nous prend quand même des gens qui vont être capables de venir s'insérer dans le cercle économique. Et il ne faut pas oublier aussi les personnes qui sont plus âgées, il faut qu'ils soient en mesure de s'épanouir dans notre ville et de payer leur maison. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Je me questionne, mon conjoint vient de décéder. La madame, elle me dit, je ne suis pas sûr que je vais être encore capable de garder ma maison bien, bien longtemps avec la tarification de rester à Baie-Saint-Paul, tout ça. » Donc, je pense qu'il faut être capable de se développer tout en faisant en sorte qu'il n'y a pas de seconde classe de citoyens, mais il ne faut pas que ce soit seulement que des retraités bien fortunés qui viennent s'établir à Baie-Saint-Paul non plus. Non, mais on constate qu'il y a d'importants problèmes de logement présentement aussi, là. On a les jeunes qui veulent revenir, peine à se trouver des endroits où se loger, là, quand même. Il y a un problème là. Oui, en effet, l'enjeu de se loger de façon convenable aussi, parce que c'est sûr que des fois, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a de la place pour se loger, mais lorsqu'on est bien fortuné, ou encore des fois, ce qui est plutôt là, dans les services là, à prix très modique. Donc, je pense que pour la classe moyenne, c'est en effet là, un enjeu de se loger. Et tout récemment, là, on a annoncé aussi qu'il y a une étude qui allait aller de l'avant, justement, pour se loger à Baie-Saint-Paul, pour qu'on identifie des pistes de solutions, en partenariat aussi là, avec des partenaires de Charlevoix, là, comme au niveau de la MRC. Et c'est ça. L'élection municipale est prévue pour le 7 novembre prochain. Oui. C'est une longue route. De quoi sera fait votre chemin d'ici là? Comment sera faite votre campagne? Comme je me plais à dire actuellement, là, c'est comme un marathon. Là, cette semaine, c'est le coup de sifflet qui vient de se faire entendre. Un marathon, c'est autour de 42 km. Donc, c'est sûr qu'il y a encore plusieurs kilomètres avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Et on est encore loin du sprint. Donc là, actuellement, la course commence. On est encore en mode écoute. On est en mode aussi de mettre les idées sur papier, de consulter. Et là, graduellement, on va être en mesure d'annoncer là, des idées là, qui vont permettre de rejoindre monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que moi, je suis infirmier de formation. Oui. Je suis en mesure et je travaille quotidiennement, que ce soit avec des fois des bébés là, de quelques semaines. Au CIUS ici, là, à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul. Au CIUS à Baie-Saint-Paul. Et c'est ça, des fois des bébés, des fois des personnes qui sont plus âgées, allant jusqu'à des personnes, des fois même de plus de 100 ans. On voit quelques centenaires de nos jours. Donc, je pense que monsieur, madame, tout le monde va être en mesure de se retrouver au sein de mon programme. Que ce soit la personne qui soit à la retraite, que ce soit la personne qui est sur le marché du travail ou encore nos jeunes là, qui fréquentent nos infrastructures de loisirs. Bien, on aura certainement l'occasion de vous suivre et de vous accueillir à nouveau d'ici au mois de novembre prochain. Je vous remercie. Un gros merci. Bonne campagne. Merci. Alors, c'était Michael Pilote qui aspire à la mairie de Baie-Saint-Paul. Un dossier à suivre dans le courant des prochaines semaines. Maintenant, on a voulu savoir si Baie-Saint-Paul et Charlevoix, d'une façon plus large, seraient encore cette année victimes de sa popularité comme destination touristique. Alors, pour faire le point, on est allé rencontrer les principaux intervenants de l'industrie en termes de l'industrie d'accueil, les gens qui ont des choses à louer et qui accueillent les visiteurs. Puis on vous présente un peu le portrait de quoi sera fait l'été prochain dans Charlevoix. Charlevoix est un endroit prisé pour des centaines de Québécois, surtout depuis la fermeture des frontières due à la pandémie. L'été dernier, plusieurs vacanciers se sont fait prendre et se sont même vus refuser l'accès à certains sites, faute de place. Cette année, les entreprises sont prêtes. On est en avance sur les dernières années. Je vous dirais, les réservations ont commencé assez tôt, un petit peu après le temps des fêtes. Fait que pour l'été, ça s'augure très bien. Pour les mois de juin, juillet, août, c'est sûr que les périodes les plus achalandées, les semaines de vacances, la construction, les week-ends fériés,
C'est les week-ends les plus en demande, mais il reste encore beaucoup de disponibilité. Et ça se passe bien. On est très heureux là, de constater qu'encore cette année, les Québécois seront au rendez-vous dans les 2 parcs nationaux de Charlevoix. Plusieurs personnes n'ont pas pris de chance et ont réservé leur hébergement estival dès janvier. Pour Daniel Groslot, il faut prévoir son voyage à l'avance. Je pense que toutes les informations sont disponibles sur nos pages web. Si les gens se donnent la peine de consulter les informations avant de partir de chez eux, je pense qu'ils n'auront pas de mauvaises surprises. Le désir du grand air explique en partie la popularité des locations d'hébergement touristique dans la région. Mais il y a également le facteur des séjours prolongés. Donc, on remarque que les séjours maintenant sont de plusieurs nuitées, ou même des fois les gens vont demander pour 2 semaines, parfois 3 semaines, parce qu'ils savent très bien qu'on ne pourra pas voyager encore cet été. Donc, les gens, ce qu'ils font, ils disent, regarde, on a 2 semaines de vacances, 3 semaines de vacances, on va aller le passer dans un chalet. L'offre est grande, mais la demande l'est aussi. Si la tendance se maintient, Charlevoix pourrait bien afficher complet dès le mois d'avril, malgré les restrictions gouvernementales qui sont sujettes à changement. Des réservations pour l'été, là, présentement, on en a énormément. On n'en a jamais eu autant aussi vite. Là. C'est sûr, quand je regarde pour avril, quand les gens nous demandent, bon, exemple, un chalet, évidemment, quand c'est des chalets qui sont près du fleuve, des chalets avec une vue sur le fleuve, des chalets avec un accès à un lac, une piscine, c'est sûr que c'est comblé depuis longtemps, là, même si on a beaucoup de demandes encore. C'est sûr que les secteurs les plus en demande, les plus gros équipements, les plus gros VR, les 3 services sont plus en demande. Donc, c'est certain que dans les périodes comme les semaines de la construction, les week-ends fériés, ça va être complet. Mais pour les emplacements en tente ou ceux-là qui sont plus autonomes, on risque fort bien d'avoir de la capacité encore. Une chose est sûre, c'est qu'il faudra s'armer de patience encore une fois cet été. Charlevoix demeure le choix numéro 1 des Québécois, tant pour son accueil que pour sa nature exceptionnelle. Élisabeth Pailleur pour TVCO. Le temps qui passe fait craindre le pire dans le dossier de la maison René Richard et le peintre Guy Paquette a décidé de s'investir dans le dossier parce que, selon lui, il y a urgence d'agir. On l'a rencontré à ce sujet. Guy Paquette, bonjour. Bonjour, Martin. C'est un véritable cri du cœur que vous avez lancé cette semaine au sujet du devenir de la maison René Richard. Oui, absolument, parce qu'on voit le temps passer et la maison se détériore de semaine en semaine, je dirais. Et pour ne pas risquer de la perdre, je crois fermement qu'il faut appliquer des remèdes, il faut lui donner des remèdes, en prendre soin. Maintenant, c'est d'une complexité époustouflante, là. Je veux dire, on sait que la dame qui habitait là est décédée. Des questions de succession. Questions de succession, c'est compliqué, tout ça. Et avant qu'on règle, que toutes ces affaires-là soient réglées, la maison souffre. Alors, Et vous avez vécu cette maison et profité de la chaleur de cette maison, du vivant de M. Richard. Ben oui. Parlez-moi un peu de comment ça se passait. J'y allais souvent. J'étais jeune peintre, dans la vingtaine. Oui. Même à ce moment-là, je n'habitais pas encore à Baie-Saint-Paul. Je partais de Québec, je venais voir M. Richard. Oui. J'arrivais dans sa cour, puis je me présentais. Les premières fois, je me présentais. Et au fil du temps, M. Richard avait dit à Blanche, il avait dit, écoute, si je le peintre Paquette vient, puis je fais une sieste, réveille-moi, puis prépare-nous un thé. Puis là, on allait dans la cour, puis on discutait. Et vous n'étiez pas le seul à fréquenter la maison? Non, parce que tous les peintres connus à travers, je dirais, au moins le Québec, sinon le Québec et l'Ontario, s'arrêtaient, quand ils venaient à Baie-Saint-Paul, ils s'arrêtaient chez René Richard, parce que c'était un lieu de rencontre. La famille Simon, avant René Richard, accueillait les peintres qui venaient à Baie-Saint-Paul, comme A.Y. Jackson, Lismer. Ensuite, il y a Marc-Aurèle Fortin qui venait. Oui. Alors, on légeait ce monde-là. Guy Paquette, quelle est votre vision pour cette maison? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec la maison René Richard? Il faudrait occuper les lieux. Je trouve que c'est très important. Ensuite, moi, j'avais imaginé que ça pouvait devenir une maison de retraite pour peintres âgés. Oui. Alors, moi, je m'installerais là demain matin, sans problème. Puis après, moi, je serais même prêt à investir des sous là-dedans. Puis ma mort intervient,
bang, je laisse tout ça là parce qu'on n'amène pas l'argent au ciel. Non. Et puis, on me Non. remplace par un autre peintre qui désirait habiter le domaine. Mais à part ça, c'est pour ce qui est de la maison, c'est ça. Oui. Derrière ça, il y a un bâtiment. Oui, on le voit. Oui. Alors, ce bâtiment-là, j'aimerais ça en faire un centre d'interprétation de la peinture paysagiste de Charlevoix. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit, écoute, si tu veux des films, tout ça, on va t'en faire. Et ça pourrait être ouvert au public durant la saison estivale. Et puis, les gens viendraient sur le terrain, ils visiteraient le centre avec, on pourrait parler d'une multitude de peintres là, très, très réputés. Et ensuite de ça, oui. Oui, bien, c'est que cette semaine, on a senti qu'il y avait comme un sentiment d'urgence là, dans le cri que vous avez lancé. Oui. Parce que ce projet-là, il est beau, il est intéressant, mais on voit les photos, on voit l'état de dégradation du site en général. Il y a vraiment un état d'urgence là, par rapport. Oui, absolument. Il y a urgence. Si on n'agit pas bientôt, la maison risque de s'effondrer, tout simplement. Je vous donne, par exemple, l'exemple du moulin César. Moulin César. Il y avait un moulin au bout du Rang-Saint-Laurent qui était classé historique. Et un bon hiver, bien, il y a eu beaucoup de neige. Le ministère avait mis des tiges pour tenir les murs. Oui. La toiture est tombée sur les tiges, les murs se sont fermés. Ça a été terminé pour Moulin César. Si on ne veut pas qu'il arrive la même chose avec la maison Richard. Qui est déjà classé au ministère des Affaires C'est ça. culturelles. Oui. Il faut agir rapidement. Il faut agir rapidement. On n'a pas le choix. Alors, mais c'est complexe parce que la dame est décédée, puis c'est pas réglé les questions de testament, tout ça. Mais je pense que le ministère devrait passer outre sa réglementation normale, là, et puis dire, on impose une réflexion, une réflexion immédiate, rapide, pour sauver la maison. Après ça, on verra. Et est-ce qu'on doit comprendre que vous seriez prêt à réunir des gens autour Oui. du projet dont vous nous parlez, de façon à ce que ce ne soit pas juste l'État qui assume l'ensemble de l'opération ou la Ville de Baie-Saint-Paul, mais l'ensemble de la communauté, notamment celle des artistes et des collectionneurs? Oui, c'est en plein ça. OK. Parce que j'ai en tête de réunir des fonds pour procéder à la restauration des lieux. Maintenant, parce qu'on ne veut pas demander aux gens de Baie-Saint-Paul de dire, bien, écoutez, on va augmenter votre taux d'imposition Pour la maison René pour Richard. la maison René Richard. On en a déjà assez avec la maison mère et bien d'autres projets. Oui, OK. On arrête là. Non, oui, arrête. Oui. Mais l'idée, donc, c'est de se mettre en place, de regrouper des gens Oui. autour de ça pour être capable d'aller en phase 2 ou en phase 3 vers les projets C'est ça. dont vous parliez. Oui. Et puis, j'ai pas mal de soutien à date, là. Il y a plein de gens qui m'ont dit on participe, on participe. Maintenant, moi, je ne suis pas un administrateur, je ne connais rien là-dedans. Je ne suis pas bon en comptabilité, je ne suis pas bon en administration. Je donnerais ça à quelqu'un d'autre. Mais je suis certain qu'on est On capable vous connaît d'aller... comme peintre, surtout. Oui, c'est ça. Alors, je suis certain qu'on serait capable d'aller chercher de bons montants pour refaire ce domaine-là qui mérite d'être restauré en plein milieu. C'est un oasis, hein, en plein milieu du Oui. cœur de Baie-Saint-Paul, de la ville. Alors, puis le faire revivre, hein, y donner de la vie. Parce que là, c'est mort depuis quelques années, ça ne bouge pas. Et puis, c'est pas entretenu. Moi, je me rappelle, un bon jour, j'avais dit à M. Richard, et puis il y a de ça, là, au moins une trentaine d'années. Oui. Un après-midi, j'étais avec lui dans la cour, puis là, tout à coup, je me retourne, je regarde sa maison, je dis, M. Richard, je dis, il me semble que votre maison aurait besoin d'un peu de peinture. Il me dit, écoutez, il dit, jeune homme, il dit, la maison, là, je vais mourir, puis elle va être encore là durant des décennies. Regardez aujourd'hui ce qu'on en est. Bien, bonne chance, merci Guy Paquette, infiniment. puis merci pour cette intervention. Hein, au plaisir. Au plaisir. Merci. Alors, c'était Guy Paquette qui milite, bien sûr, pour que rapidement on intervienne dans le dossier de la maison René Richard. Plusieurs belles nouvelles sont apparues cette semaine dans la région. Et pour en faire le tour, j'accueille Élisabeth Pailleur. Élisabeth, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Élisabeth, on apprend que le Fonds du Grand Mouvement des Jardins a investi 365 000 cette semaine dans la région. Oui, et pour 3 projets, en fait. Le premier, qui est pour la coop de l'arbre, 35 000 pour la forêt gourmande qui va se promener un peu partout dans Charlevoix. Ensuite, 129 000 pour le projet La Malbaie. Ça, c'est vraiment pour le développement récréo-touristique tout près de Pointe-au-Pic. Oui. Et on a 200 000 pour le camp Le Manoir, entre autres pour la mise à jour des égouts, des bâtiments et des infrastructures. Donc, des investissements importants et ce sont des subventions qui sont données
par le fonds du Grand Mouvement. Oui, absolument. Puis, il y aura d'autres projets là, à venir qui seront subventionnés par le Grand Mouvement. On apprend également, Élisabeth, que la distillerie Brasserie Menot est également finaliste. On appelle ça là, pour les lauriers de la gastronomie. Comment ça fonctionne? Oui, eh bien, c'est un gala qui a lieu le 27 avril. Ça a lieu à chaque année. Oui. C'est vraiment pour encourager, soutenir les artisans de l'industrie de la culture culinaire québécoise. Puis est-ce que nous, on peut voter à ce gala-là? Eh bien, il faut faire partie de la brigade. Il faut s'inscrire en ligne à laurier.ca, au même endroit où on doit voter, d'ailleurs. Et ça s'adresse vraiment aux professionnels qui sont dans le métier de la gastronomie. Et donc, vous avez une partie d'un jury, 7 personnes, et 5000 personnes pour la brigade. Tous des gens de l'industrie qui sont invités à s'inscrire. Exact, pour voter. OK. Et il y aura 17 prix sous forme de statuettes officielles. Puis j'ai d'ailleurs rencontré M. Charles Boissonneau qui nous a parlé un peu de l'expérience parce que ça fait seulement 2 ans que l'entreprise existe. Et donc, il était très surpris là, d'apprendre cette nouvelle. Donc, on peut l'entendre. On est particulièrement content. On a l'impression que le fait d'être en région puis d'être reconnu par un concours qui est souvent plus perçu dans la métropole, ça nous fait chaud au cœur, sincèrement. Fait qu'on est vraiment content par rapport à ça. Puis d'autant plus que de se faire connaître comme ça quand on vient tout juste de commencer, c'est encore plus valorisant, là, j'ai l'impression. Je le vois comme une continuité à juste faire ce qu'on fait en réalité, là. J'ai l'impression que les gens, il y a une appréciation de ce qu'on fait, de la qualité qu'on fait, puis aussi de l'innovation en quelque sorte des ingrédients qu'on utilise, puis de la manière qu'on les présente autant dans l'image que dans le goût, les saveurs. Fait que c'est juste une confirmation qu'on est dans la bonne direction, puis au final, on ne va rien changer à ce qu'on fait en ce moment, c'est juste de le continuer, tu sais, puis de l'approfondir encore plus. Donc, de produire encore plus de spiritueux qui utilisent des ingrédients d'ici, puis même chose pour les bières au final. Là. Autre belle nouvelle, on apprend que le Cheval Enchanteur, qui est un centre équestre, lance une initiative pour permettre aux jeunes qui n'auraient peut-être pas les moyens de pouvoir quand même suivre des cours d'équitation. Oui, une très belle initiative de la part de M. François Desjardins, qui est donc le propriétaire du centre équestre. Oui. Ils font ça environ depuis 8 ans et ça se fait sous forme de dons. Je l'ai d'ailleurs rencontré à ce sujet, on l'écoute. Pour donner des exemples de ce que ça peut faire au niveau des enfants, le fait d'être en présence des chevaux, au niveau de l'estime de soi, l'estime de soi, la valorisation de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Quand on prend un enfant avec un cheval qui est un animal impressionnant, puis qui arrive à le contrôler en montant dessus, puis imaginez là, tout ce que ça peut faire comme au niveau de l'image de soi par rapport à l'enfant, dans son développement, de son identité, tout ça. La levée de fonds, ça fait 8 ans qu'on le fait. Puis on a ramassé environ 50 000 durant ces 8 années. Puis ça a servi à aider 142 enfants environ aussi qui ont pu profiter là, des camps d'été. Alors, Martin, pour ceux qui veulent contribuer ou bénéficier de cette aide, vous vous rendez sur la page Facebook Grandir à cheval. Bien, merci beaucoup pour cette tournée de bonnes nouvelles, Élisabeth. Merci beaucoup. Alors, c'est maintenant le temps de parler de sport, du sport local, mais également du sport des grandes ligues, en compagnie de Maxime Jaudoin. Maxime Jaudoin, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, tout d'abord, cette semaine, on a appris que 2 arénas de la région allaient faire l'objet d'importants travaux de rénovation. Oui, alors ça a été confirmé pour l'Aréna Luc et Marc-Claude de Baie-Saint-Paul et également pour la ville de Clermont. Donc, investissement important, comme tu l'as mentionné. Oui. Alors là, au total, on parle de 5,7 millions qui vont être investis pour les 2 arénas. Au total. Est-ce qu'on sait combien pour Baie-Saint-Paul? Alors, si on décortique ça maintenant, donc oui. Là, on parle d'une somme de 3,7 millions pour Baie-Saint-Paul et 1,9 million pour la ville de Clermont. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi serviront ces argents? Alors oui, donc là, pour la ville de Baie-Saint-Paul notamment, alors là, on va parler d'agrandir maintenant les espaces. Là, on parle pour les toilettes, pour les gens qui veulent circuler. Okay. Même là, je pense qu'on parle peut-être d'une option d'ascenseur, de mettre, selon ce que j'ai vu. Là. Donc là, c'est vraiment là, pour mieux là, équilibrer le passage des spectateurs dans l'aréna comme tel. Donc là, ça va servir à agrandir ça. Et là, bien, ça, c'est la phase 2. Alors, on va entamer la phase 2 des travaux. On rappelle que la phase 1, amorcée en 2018, c'était le système de réfrigération de la glace. Oui, c'est plus au fréon. C'est plus ça. Et là, on avait remplacé le système de chauffage à l'huile. Donc là, vraiment, là, quand on dit un virage vert, là, bon, on le voit, là, tranquillement, là, des choses qui sont moins nocives et qui vont mieux
aider les gens et l'aréna comme telle aussi. Et puis, c'est pas la seule bonne nouvelle, parce qu'il y a également une bonne nouvelle pour la municipalité de Saint-Siméon. Oui, alors là, projet d'installation d'une surface de deck hockey et de pickleball qui va s'amorcer pour la surface. Donc, dans le fond, on prend la patinoire qui est déjà là et on fait une surface multifonctionnelle. Mais ça, on n'a rien inventé parce que tout le monde maintenant fait ça, parce que c'est plus prolifique. Mais dites-moi, là, pickleball, de quoi on parle? Ben, C'est quoi ce sport-là? Oui, bien, j'appréhendais votre question. Donc, le pickleball, ce qu'on appelle un peu le tennis léger. Là, on parle de mélange de tennis, de badminton et de ping-pong. Donc, c'est un peu comme le tennis, filet beaucoup plus bas que le tennis. On est plus penché. Et les raquettes, là, c'est vraiment pratiquement comme du ping-pong. Donc, on mélange un peu 3 sports ensemble pour faire le pickleball. Ah! Comme du tennis pour les nains? Oui, je peut-être pas, j'aime pas le terme nain, excusez-moi, mais disons que c'est du tennis le plus rapide un peu parce qu'on est plus collé. Puis pour ceux qui ont fait du ping-pong, vous le savez, c'est rapide. Donc, c'est un peu le même rythme qu'on va entreprendre là-dedans. Le pickleball. Le pickleball, bon, oui, ben, c'est à ça. essayer. Oui, on n'entend pas ça souvent, mais c'est un sport qui gagne en popularité, je dirais, avec les années. Bon. Le FC Montréal, anciennement l'Impact, on apprend que ça se passe pas si bien que ça, le changement de nom. Oui, bien là, en fait, il y a de la grogne. Oui, il y a de la grogne. Et là, honnêtement, la grogne, c'est que ce n'est pas automatiquement le nouveau chandail comme tel, c'est le changement de nom qui inquiète parce qu'on a remplacé l'Impact par le FC Montréal. Oui. Et là, où ça commence à être critique, c'est qu'il y a des amateurs qui vont jusqu'à annuler leur abonnement de saison avec l'Impact. À cause du nom de l'équipe. À cause du nom de l'équipe. Là, on parle vraiment des vrais partisans du club. Il faut savoir également qu'il y en a qui font de la longue route aussi pour venir voir la formation dans la métropole. Donc là, quand on va jusqu'à canceller l'abonnement, ça commence à être critique. Là, bon, évidemment, pour l'organisation, c'est sûr qu'on n'aime pas ça, voir ça, on s'entend. Par contre, c'est sûr et certain qu'on ne reviendra pas en arrière pour dire « excusez-nous, on s'est trompé ». On va de l'avant et on espère que ça va revenir positif. Peut-être si l'équipe commence avec 3 victoires, on mise là-dessus pour que ça revienne comme c'était. Là. Mais les mécontents se sont fait entendre. Oui, ça s'est fait entendre et pas à peu près. L'abonnement de saison, là, ça veut dire on lance un message. Là, comment est-ce que l'équipe va traiter ça? C'est l'Impact. Cette semaine, en matière de baseball, on est parti pour 162 matchs. C'est interminable, des saisons de baseball. On aime ça parce qu'on est content. 162 matchs. Oui, on est content parce qu'on a du sport. Et là, honnêtement, c'est presque une normalité pour le baseball et on est content de le voir. Et donc, les gens dans les stades aux États-Unis? Oui, là, ça va commencer. Là, présentement, le seul stade qui va revenir au complet, c'est les Rangers au Texas parce qu'eux ont déconfiné là, déjà comme tel. Il y a des à leur risque et péril. Hein? Oui, à leur risque et péril. Il y a des équipes qui vont le faire. Là, ça va être à capacité réduite. Il y a encore des équipes qui attendent, là, comme Toronto. On attend de voir ce qui va arriver. Et il y a un point que je veux apporter, c'est que si on pense qu'au hockey, là, on joue beaucoup de matchs à cause de la COVID, là, je veux dire, au baseball, là, on le sait en temps normal, là, c'est pratiquement à chaque soir. Et j'ai été voir hier le calendrier pour les Blue Jays. Pour le mois d'avril seulement, là, on parle de 25 matchs en 30 jours. Ça veut dire à peine 4 jours pour se reposer. Puis il y a parfois des programmes doubles au baseball aussi. Oui, des programmes doubles. Ça, honnêtement, on en voit moins, mais il y en a quand même. Mais écoutez, là, honnêtement, là, puis là, je vous le dis, pour les Jays, là, le point positif, c'est qu'on a commencé avec une victoire contre les Yankees dernièrement, 3-2. Oui. Là, on s'amorce contre les Yankees en fin de semaine. Les Rangers, cette semaine, 3 rencontres. Et là, bien, la rentrée domicile, la rentrée à la maison au domicile. Oui. Là, ça va être en Floride parce qu'on sait qu'à Toronto, c'est encore touché. Alors là, ce sera jeudi prochain face aux Angels qu'on va, entre guillemets, à domicile, ça va commencer. En terminant, on ne peut pas parler de sport puis pas parler un peu de Canadien avec vous. Bien sûr, et j'aime ça. J'aime ça parce que le CH revenait d'une pause d'après-COVID. Hein, on a passé par le protocole. Ils se sont reposés pendant une semaine. On s'est reposés. Est-ce que ça a paru? Bien là, oui. Pour une fois, là, enfin, un congé qui fait du bien, qui a paru parce que oui, là, on a eu 2 victoires contre Edmonton et Ottawa, 4-1 et 4-0. OK. Alors là, donc, 8 buts en 2 matchs, ça fait du bien. Donc là, par contre, on sait que le Canadien, il y a des joueurs qui s'en viennent, là, notamment Eric Staal qui va s'en venir, qui lui finit sa quarantaine. Oui. Va s'en venir avec l'équipe. Donc là, ça va être de voir comment est-ce que la chaise musicale va se faire au niveau du club. Là, parce que, bon, Jake Evans, Michael Frolik qui est sur la 4e ligne également avec Corey Perry. Donc là, il y a des joueurs qui vont écoper parce que les vétérans viennent, les jeunes. Alors, règle générale, on dit que c'est bon un club où il y a de l'émulation, hein, où il y a de la compétition à l'interne. Exactement. Oui, parce que de un, il y a des joueurs vraiment qui pensent avoir un poste acquis, mais quand tu regardes la formation, tu dis « Oh, attends une minute, là, moi, je suis pas sûr de l'avoir. » Fait que oui, ben je pense que peut-être plus pour la 4e ligne que la compétition à l'interne va se faire. Je pense que 1, 2, 3, c'est pas mal déjà là, coulé, là, mais c'est la ligne de soutien, je pense que ça va bouger. Et là, on ne manquera pas de parties pour les prochains jours.
Non, ben même pour le Canadien, là, le mois d'avril complet, encore une fois, là, c'est 4 matchs à toutes les semaines. Toutefois, on constate qu'il y a un autre club de la Division Nord qui a été atteint par la COVID aussi. Donc, tout ça va quand même chambouler le calendrier. Oui, bien là, même, on a parlé l'autre fois des Canucks également, là, que les matchs ont été cancellés. Donc, oui, bien là, la Division Nord, là, on avait été épargné depuis le début. Là, ça commence à rentrer. Là, fait qu'on va espérer que ça se stabilise dans les prochains temps. Mais bon, comme tout le monde, on n'est pas à l'abri de ça. Fait que c'est des choses qui arrivent et il l'avait anticipé. On était prêt à ça. Alors, vous non plus, Maxime Jaudoin, vous n'êtes pas à l'abri de la COVID. Faites attention cette semaine. Oui, tout le temps, on essaie. Parce qu'on veut vous avoir la semaine prochaine. Bien, je veux vous revoir également à Grande Fonte, tout le monde ici aussi. Alors, c'est tout pour l'émission cette semaine. Mais en terminant, j'aimerais faire écho à l'appel de nos restaurateurs. Nos restaurateurs, ils étaient prêts à nous accueillir ce week-end dans leur salle à manger. Ils ne pourront pas le faire. Toutefois, ils ont beaucoup de manger à nous offrir, donc on vous invite à profiter de leur service au courant des prochains jours. Ça fera en sorte qu'ils seront là également après la COVID. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine.